Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais une présentation qui s'intitule Le Niger et le Sénégal normalisent leurs relations. Le Niger et le Sénégal normalisent leurs relations. Alors, pourquoi je fais cette présentation? Parce que il vous souvient que lorsque le Niger était en proie à des problèmes de sécurité aigus, nous savons tout ce qu'il y a eu là, pour ceux qui suivent l'actualité. Si vous regardez la RTN, la radio et télévision nigériane, je prends un seul fait. J'en pourrais prendre plusieurs parce qu'on a vu beaucoup de reportages. On les a tous archivés. La radio-télévision nigérienne nous avait montré par exemple ce qu'on a appelé à Niamey la Villa Kwacha. Villa Kwacha. Donc les troupes nigériennes étaient allées à la Villa Kwacha. Ils ont vu un arsenal militaire impressionnant avec des fusils FAMA, beaucoup de choses. Et cet arsenal militaire là, c'était les armes qui arrivaient sur une base militaire où l'armée nigérienne n'avait pas accès. Ces armes étaient convoyées dans une villa qu'on a appelée la Villa Kwacha avec des camions corps diplomatiques qui ne pouvaient pas fuir. Et de cette villa-là, ces armes étaient livrées à des bandes armées qui semaient l'insécurité aiguë au Niger. Et les Nigériens ont vraiment traversé des moments difficiles. Ce sont nos frères, solidarité. Quand nous étions étudiants en France, on se réunissait toujours le soir pour manger dans le même plateau. Qu'on soit un Nigérian, Sénégalais, tout ça. C'est ça qui a développé chez nous cet esprit de on est africain. Quand nos frères, la communauté musulmane, marocains, algériens, djiboutiens, somaliens, tout ça, quand c'est le moment du ramadan, tunisien, tout ça, on préparait tous ensemble, même quand on n'était pas de confession, et nous appelions, venons manger ensemble. Ça a créé un sentiment d'appartenance à un continent que le temps, même l'éloignement entre nous ne peut détacher. Donc, ça fait que quand ça va mal dans un de ces pays, c'est comme si ça allait mal chez nous. Donc, on a été surpris que le Niger, quand il a éprouvé les problèmes qu'il a éprouvés, hélas, c'est Macky Sall, à l'époque président du Sénégal, qui avait pris la tête avec d'autres chefs d'État, comme Patrice Talon, etc., avait pris la tête d'une coalition visant à former une troupe, envoyer des troupes pour pouvoir bombarder le Niger comme on avait bombardé la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Ce qui était vraiment quelque chose de choquant parce que je n'ai pas encore vu des pays européens dont on envoie des émissaires africains pour venir leur dire par exemple à l'Italie, bon, il faudrait que vous mettez vos troupes en alerte pour qu'on aille bombarder la Suisse. Alors au nom de quoi donc une puissance européenne viendrait demander aux pays africains de faire une intervention militaire dans un pays, bombarder le pays, etc., etc. Donc après, il y a toutes ces résolutions, etc. Macky Sall, Talon, qui étaient reçus régulièrement sur le perron de palais d'un pays étranger. Ça faisait tellement mal parce que, en plus, les sanctions avaient été co-signées par le Sénégal. Et ces sanctions, le Macky Sall, je précise bien, et ces sanctions-là, vous avez suivi le Premier ministre Mohamed Lamine Zen. Ces sanctions-là ont créé des gros problèmes au Sénégal, au Niger. Ça a créé des problèmes, notamment, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des morts des enfants dans les couveuses, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, le Premier ministre du Niger avait exposé ces dégâts-là. Ça fait vraiment mal. Je veux dire qu'on s'attendait moins à ça dans les moments qui sont là. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays comme les États-Unis, et vous allez dans les bibliothèques, vous lisez beaucoup, vous apercevez qu'il y a énormément de choses qui doivent être faites dans nos pays et qui malheureusement ne sont pas faites. Et ça, c'est du fait si je puis dire, de la politique dans nos États. Donc, l'attitude, les sanctions punitives qu'on a imposées au Niger ont été vraiment désagréables. Donc, elles qui souffraient déjà de l'insécurité, du terrorisme, de passage de l'immigration illégale vers l'Europe. Bref, ils avaient une montagne de problèmes sur leur tête.
Donc, on a manifesté notre solidarité avec nos frères du Niger. J'en profite pour saluer beaucoup, qui sont mes amis au Niger. On s'est connus en France il y a une vingtaine d'années, voire plus. Mais je ne vais pas donner leur nom là, parce que dans un pays en proie à l'insécurité, ce n'est pas bon. Voilà. J'en profite pour saluer une autre qui était la fille du président Tandja, et qui est toujours vivante, mais les conditions de vie font que vraiment il ne vaudrait pas mieux parler d'elle. Donc, ce sont nos frères, les Nigériens, les habitants du Niger, ce sont nos frères. Les habitants du Sénégal, ce sont également nos frères. C'est pour ça que je vous avais dit que ici sur cette chaîne, à notre âge, avec le background et l'expérience que nous avons, notre préoccupation, ce n'est pas de stigmatiser un pays, mais c'est de travailler à ramener toujours les positions au centre. Ça veut dire à réconcilier la paix, etc. Et je pense que c'est ce gros travail de réconciliation que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont fait vis-à-vis des pays de l'AES, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. D'abord, ça a commencé par Diomaye Faye qui, à sa prestation de serment, s'est rendu au Mali. Donc quand il s'est rendu au Mali, il a essayé de rassurer les gens en disant, bon, parce que tout ce que Macky Sall avait fait comme erreur était dans les esprits. Donc on peut imaginer quand il est arrivé, les gens étaient échaudés. Il est arrivé, il a parlé aux gens, il a apaisé les esprits, il a eu un discours, voilà, en disant, bon, voilà, nous on ferait même tous les efforts pour que la porte de la CEDEAO reste toujours ouverte. Il a rassuré tout le monde. Après, Bassirou Diomaye Faye a également parlé pour rassurer également tout le monde au niveau du Burkina Faso, où il s'est rendu. Il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Mais pour tous ceux qui avaient noté, il ne s'était toujours pas rendu au Sénégal, au Niger. Bon. Mais j'avais dit, si vous regardez les anciennes vidéos que j'avais faites, j'avais dit la diplomatie a ses canaux. Hein, on dit un canal, des canaux. Je fais beaucoup de fautes en plus en français maintenant. Mais la diplomatie a ses canaux. Hein, ce n'est pas pareil. Les situations sont différentes. À partir du moment où il y a eu des sanctions punitives, dont l'un des leaders, c'était le Sénégal de Macky Sall, et il y a eu des morts au Niger, je pense que l'approche que le Sénégal devait avoir vis-à-vis du Niger devait être différente. Je présume que peut-être Diomaye Faye a dû appeler le président Abdourahmane Tiani, le président Diomaye Faye, et discuter avec lui. Je dis ça a des étapes, etc. Et les Nigériens voulaient certainement voir comment le Sénégal va s'y prendre. Donc, on a vu la rencontre entre le ministre de la Défense du Sénégal, qui est d'abord arrivé au Mali comme émissaire, a rencontré le président malien Assimi Goïta, le général de corps d'armée Assimi Goïta. Et en plus, il a eu une séance de travail au ministère de la Défense du Mali. Et après la séance de travail au ministère de la Défense, on a vu maintenant comment est-ce que le Mali et le Sénégal travaillent, organisent des patrouilles conjointes, échanges de renseignements. C'est ça une confédération. Donc quand ils ont fini de faire ça, le Sénégal, ça rassure le Mali. Le Mali passe l'information au Burkina et donc le Burkina et le Mali passent l'information au Niger en disant non, c'est bon, nous croyons la sincérité des autorités sénégalaises, alors vous pouvez commencer à normaliser vos relations ensemble. C'est ça l'avantage d'une confédération. Ça, il faut le dire. Et donc, la normalisation de cette coopération, on engage juste la phase de normalisation de cette coopération. Donc, la phase de normalisation va certainement aboutir sur une visite de président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Niger, mais ça va aussi certainement aboutir à une visite certainement du président du Niger, sûrement au Sénégal. Mais la première étape est déjà engagée. Bassirou Diomaye Faye envoie un émissaire venir au Sénégal pour parler avec les autorités au Niger, pour parler avec les autorités du Niger. Et ce que je voudrais partager avec vous ici, c'est le contenu des entretiens qu'il y a eu entre les deux présidents, le président Abdourahmane Tiani du Niger et l'émissaire du président du Sénégal, donc le général Biramé, qui est le chef d'état-major de l'armée. Donc lui, à sa sortie, il s'est prononcé. Donc je vais vous faire écouter la bande sonore et puis après on reviendra pour le décryptage. Il s'agit au cours de cette audience de transmettre au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani,
Le message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, un message de fraternité, d'amitié et de solidarité envers le Niger. Le message de notre président réaffirme la volonté du Sénégal de travailler main dans la main avec le Niger pour renforcer des relations qui sont déjà de très bonne qualité. Mais l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a toujours possibilité de mieux faire. Et donc c'est un message où la volonté du peuple sénégalais, du gouvernement sénégalais est exprimée de manière très forte pour travailler main dans la main dans des secteurs clés que sont le secteur de la sécurité et de la défense, où nous avons beaucoup de nos camarades qui sont en uniforme, qui sont capacités ici, au Niger, mais aussi beaucoup de camarades nigériens en uniforme sont capacités au Sénégal. Nous avons également parlé de la nécessité de renforcer le secteur du commerce, où de manière régulière, des foires sont organisées ici, foires auxquelles les Sénégalais sont conviés. Nous pensons que nous pouvons faire un peu plus et nous pouvons faire mieux. Bien entendu, notre représentation diplomatique va travailler à ce que dans les meilleurs délais, au niveau du transport aérien, nous puissions avoir une desserte par notre compagnie nationale Air Sénégal qui pourra éventuellement faciliter les allées et les venues des populations tant nigériennes que sénégalaises. Mais également, on a parlé de la nécessité de renforcer notre coopération dans le domaine de la culture, notamment au niveau de la lutte traditionnelle. Et le terrorisme est une préoccupation des deux pays. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte que nous puissions mettre en place des canaux d'échange, de coordination, surtout dans le domaine du renseignement. Parce que qui détient le renseignement rassemble toutes les conditions de réussite dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Le Sénégal est un pays d'origine de l'immigration irrégulière. Le Niger est un pays de transit de l'immigration irrégulière. Comment on peut faire de sorte que les deux pays travaillent ensemble pour mieux faire face à ce fléau qui est quand même un fléau qui touche beaucoup de populations des deux pays. Mais au-delà du bilatéral, nous avons aussi convenu d'essayer de travailler ensemble au sein des organisations auxquelles nous appartenons, comme l'UEMOA, comme la SECNA, comme l'Union africaine, mais aussi comme les Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ces institutions soient plus fortes et qu'elles puissent nous aider dans nos efforts de développement? Nous avons également parlé d'une institution qui joue un rôle central au niveau de notre continent. C'est la Banque africaine de développement. Comment est-ce qu'on peut travailler de manière à ce que cette banque soit renforcée dans son leadership et dans tous les domaines où elle a besoin d'être renforcée? Le Niger et le Sénégal, a indiqué le général Biram Diop, sont deux pays qui entretiennent de très bonnes relations depuis plusieurs décennies. Ces deux pays, selon l'envoyé spécial, sont liés par l'histoire. Il a par la suite remercié les autorités nigériennes pour l'hospitalité dont bénéficie la communauté sénégalaise au Niger. Voilà. Donc, tout est dit là. Vous avez suivi vous-même. La bande, ceux qui peuvent la réécouter en revenant en arrière, en rejoignant la vidéo, est du 3 minutes. Les propos du général Birame Diop tranchent nettement avec ce qu'on a pu entendre sous l'administration Macky Sall, où les gens se bornaient à lire des communiqués qui étaient écrits par des groupes d'intérêts étrangers ou leurs lobbyistes auprès de la CEDEAO, accompagnés certainement de valises d'argent et qui leur faisaient dire des choses vraiment, on se demandait. D'abord, le général Birame Diop reconnaît que le destin des Sénégalais et des Nigériens sont liés. Il reconnaît lui-même qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent au Niger. Les Sénégalais sont de grands bijoutiers qui fabriquent des bijoutiers. Le Niger est l'un des grands pays producteurs d'or. Je peux multiplier d'autres exemples. Donc le général Birame reconnaît que les Sénégalais qui vivent au Niger vivent en paix. Donc malgré les positions extrêmes de Macky Sall, à l'époque il était président à l'endroit du Niger, la paix et la tranquillité et la sérénité des Sénégalais vivant au Niger n'a pas été perturbée
ils ont continué à être accueillis ils ont continué à vivre paisiblement dans leur pays d'accueil. Voilà. Deuxièmement, le général Biramé ne nie pas qu'il y a des problèmes sécuritaires, il les reconnaît. Il prend un exemple, il reconnaît enfin que le Niger fait face à des problèmes de terrorisme. Et que là-dessus, pour régler les questions de terrorisme, le Niger a besoin de coopération en termes de renseignement, d'échange d'informations entre le Niger, parce que quand vous avez le renseignement, vous pouvez agir le plus rapidement possible. Vous pouvez prendre de court l'adversaire, vous pouvez prévenir une attaque. Voilà. Et ça, le général Biramé l'a dit en disant le Sénégal va travailler. Ensuite, le général Biramé reconnaît lui-même que entre le Sénégal et le Burkina Faso, le général Biramé reconnaît lui-même que entre le Sénégal et le Burkina Faso et le Niger, il y a des problèmes de migration. Ça veut dire que le Sénégal est un point de départ des migrations, donc vers l'Europe notamment. Et le Burkina Faso est un pays, le Sénégal est un pays de départ de l'immigration. Le Burkina Faso est un pays de transit de l'immigration. Donc, c'est pas le Burkina Faso que les gens qui émigrent vers l'Europe transitent pour pouvoir arriver en Europe. Donc, transit traverse vers l'Algérie ou la Libye et traverse l'océan pour se retrouver en Europe. Donc, il reconnaît lui-même que là, à ce niveau, le Niger est embêté avec les flux migratoires et qu'à ce niveau, il faut qu'il travaille. En plus, quand les flux migratoires arrivent comme ça, vous ne savez pas là-dedans qui est qui. Donc, il y en a qui peuvent traverser, arriver sur votre territoire et commettre des actes terroristes ou de perturber la sécurité nationale du pays. Donc, il faut échanger les informations. Ça, c'est... Je vais dire que quand moi j'ai fait la sortie pour critiquer Macky Sall ici, là, je suis désolé, j'ai beaucoup d'amis sénégalais que moi j'ai connus en France qui m'ont écrit pour m'insulter. Mais je vais dire que j'aimerais qu'ils regardent cette vidéo et j'aimerais qu'ils écoutent la réaction du général Biramé. C'est juste une question de bon sens. Il a reconnu enfin, voilà, qu'ils ont des problèmes de sécurité, ils ont des problèmes de flux migratoires, ils ont des problèmes de ceci, et que nous devons travailler ensemble. Parce que le Niger ne pouvait pas subir à lui tout seul, sur son territoire, toutes les erreurs qui sont commises ailleurs. Donc il faut qu'ils échangent ensemble. Donc il a parlé de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est fondamental, qui est capital. Le général Biramé a mis le doigt dessus. Il a dit nous devons échanger l'information, nous devons coopérer ensemble. Ensuite, il a dit nous avons des éléments qui sont capacités au Sénégal. C'est un général qui parle. Les éléments nigériens qui sont capacités au Sénégal et les éléments sénégalais qui sont capacités au Niger. Alors, posez-vous la question, que peuvent venir faire des soldats sénégalais au Niger? Quoi que vous disiez, l'armée du Niger a déjà une expérience en matière de lutte contre le terrorisme dans un environnement sahélien avec une température, etc. etc. Et donc, les cadres de l'armée sénégalaise, en venant se former dans les écoles nigériennes, vont apprendre sur le terrain les obstacles à la sécurité nationale, surtout en termes de guerre asymétrique, donc où l'armée nigérienne est aguerrie. Et les soldats nigériens qui vont au Sénégal vont certainement apprendre beaucoup de choses. Par exemple, le Sénégal a un port. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la sécurité dans un port et ne pas endommager la sécurité nationale? Bref, il y a des échanges. Donc vous voyez que les échanges certainement ont été réouverts entre les deux pays et ça fait que voilà, les deux pays doivent pouvoir travailler ensemble et commencer à faire de bonnes choses pour la sécurité des États. Voilà, donc ça, le général Biramé, il a mis ça sur la table. Ensuite, il a ouvert des perspectives en disant nous allons travailler très rapidement pour que notre compagnie aérienne Air Sénégal ouvre une desserte sur Niamey au Niger afin que donc les hommes d'affaires ou les personnes nigériennes puissent se rendre au Sénégal et du Sénégal puissent se rendre au Niger. Donc ça permet de diminuer le transport routier, de diminuer les conditions de sécurité, mais également ça veut dire qu'il y a certainement eu des accords qui ont été trouvés entre le Sénégal et le Niger, parce que par voie aérienne, quelqu'un peut monter dans un avion au Niger et prendre l'avion en otage en l'air, et inversement, quelqu'un peut le faire à partir du Sénégal. Mais ça veut dire qu'il y a des accords en matière de sécurité aérienne, et d'ailleurs le général Biramé l'a dit. Je reviendrai dessus vers la fin. Il a dit, voilà, en matière de transport, nous voulons ouvrir les accords. Il a bien nécessité
Sur le commerce, il a dit voilà, nous suivons de près, nous avons notre ambassade au Niger, il y a énormément d'événements culturels, d'événements des affaires, du business qui s'organisent au Niger. Et ces événements en termes business, là, ça rapporte énormément d'argent. Donc, il a dit que nous allons travailler pour pouvoir mettre sur pied du business entre les pays du Niger et les pays comment on dit ça, de l'AES et le Sénégal. Donc, il a parlé du commerce. Donc, les entrepreneurs, les artisans sénégalais vont devoir, donc, désormais, les foires, la grande foire de Niamey, tous ces événements vont être ouverts au Sénégal. Par exemple, comme on a vu le FESPACO, c'est le Tchad qui était invité. Le Sénégal a bien compris qu'il y a des possibilités d'expansion économique là et de faire du commerce ensemble. Ce que nous appelons, nous avons toujours appelé de nos voeux. Enfin, il a parlé du volet culturel. Qui ne connaît pas la lutte sénégalaise? Moi, je ne connaissais même pas beaucoup la lutte Niger. Mais c'est en regardant la télévision nigérienne, la RTN, que j'ai vu comment ils avaient organisé la lutte. C'est un truc bien organisé, le championnat de lutte, c'est très bien organisé, c'est ancré dans les cultures. Moi, la lutte sénégalaise, je la connais. Hein. Je connais bien Bombardier, qui est un grand lutteur sénégalais. Je ne sais plus s'il est toujours en fonction, Bombardier, ou bien s'il a déjà pris sa retraite. Mais en tout cas, je connais bien Bombardier. Bombardier, c'est un grand lutteur sénégalais qui a remporté les championnats de lutte au Sénégal. On a toujours eu à regarder les championnats de lutte au Sénégal, les marabouts. C'est dommage. À l'époque, nous, on regardait ça au début des années 2000. Bon. Mais à l'époque, la télévision, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, on était obligé de regarder ça via les télévisions comme TV5. Aujourd'hui, ce qu'on espère avec l'arrivée des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Fanbase, etc., on espère que les Sénégalais, désormais, on espère que les Sénégalais et les Nigériens vont utiliser, par exemple, les réseaux sociaux pour nous voir autre chose, tout ce qu'il y a derrière, comment les lutteurs se préparent, les écuries de lutteurs, les confréries, etc., 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 pour que nous puissions comprendre exactement comment est-ce que ça marche. Donc, ça c'est important. Donc, le général Biramé a dit, écoutez, comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer que nous allons mettre en place un programme qui va permettre, par exemple, que nous fusionnons les fédérations de lutte pour faire des tournois en commun, voilà. Et à l'arrivée, ils peuvent ajouter d'autres pays progressivement. Je veux dire que les Africains doivent comprendre une chose, ce qu'on appelle economic of scale. Je suis africain, hein, quand je dis les Africains, je dis moi aussi compris. Ce qu'on appelle economic of scale. Je prends un exemple, c'est la fédération où Francis Ngannou combat là, ce qu'on appelle l'UFC. Bon. L'UFC, c'est une fédération qui aux États-Unis qui est née vers Miami ou le Nevada là, et ils ont commencé à organiser les combats. Mais pourquoi l'UFC s'est étendu rapidement? L'UFC s'est étendu rapidement parce que l'Amérique, c'est une fédération d'États. Et ils ont commencé à développer ça dans les États, donc à faire des combats. Ils ont commencé au Nevada. Après, ils sont allés vers Miami. Après, ils viennent vers la Géorgie. Bientôt, ils viendront vers l'Illinois organiser des combats. Donc, à partir de ce moment, ils discutent avec les États. Ils s'étendent rapidement. Et ils amènent la télévision. Ils commencent à créer des accords avec ce qu'on appelle les sport bars, donc les bars où il y a le sport. Et donc, vous pouvez regarder les matchs sur les écrans avec les droits de retransmission, etc. Bon, beaucoup de choses, etc. Bon, ça s'appelle l'UFC. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est des combats, simplement. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est cotée en bourse et qui, en bourse, pèse déjà plus de 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars. Bon. Alors, vous comprenez, à partir de ce moment, et c'est d'ailleurs ça la revendication de Francis Ngannou en disant, bon, avec ça, on espère que les gains augmentent, que les gains ne soient plus 500 000 $, mais que les gains soient par exemple 10 millions de dollars, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que quoi? Si demain le Sénégal veut faire la lutte, ce n'est pas avec un marché domestique de 30 millions de Sénégalais que vous arrivez à construire quelque chose qui peut générer de l'argent et payer correctement les lutteurs de manière qu'ils aient des médecins, des entraîneurs, qui peuvent avoir une vie, qui fassent rêver parce que c'est des carrés qui sont courts. C'est pas avec ça, c'est pas avec ça. Il faudrait que vous ayez un marché domestique qui, comme aux États-Unis par exemple, va tourner autour de 300 millions de personnes. Et ce marché domestique, vous avez l'AES, où les gens ont la culture de la lutte. Vous avez le Niger,
vous avez le Burkina, vous avez le Mali, vous avez la Guinée, vous avez le Sénégal. Donc quand vous réunissez tout ça là, vous êtes au-delà de 100 millions de personnes. Donc si les fédérations là font une alliance, ça commence à se développer. Donc c'est ce qu'on veut voir. Un tournoi de lutte où les Nigériens tout seuls, bon, il peut avoir un tournoi de lutte des Nigériens tout seuls, mais il peut également avoir un tournoi où vous avez des lutteurs qui viennent du Sénégal, des lutteurs qui viennent du Niger, des lutteurs qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, qui commencent à faire un tournoi. Et demain, ça peut s'étendre aux autres États avec la CEDEAO, ça peut même aller jusqu'à la CEMAC. Et à partir de ce moment, vous pouvez créer une association sur le plan national qui commence à attirer les revenus des sponsors, la billetterie, les produits dérivés, etc., etc. Je veux dire que l'Afrique est jonchée d'opportunités. Mais c'est la classe politique qu'une puissance étrangère nous a donnée après l'indépendance, qui est une classe politique faite de gens médiocres, un rentier et pouvoiriste, qui nous a freinés pendant les 4 dernières décennies que nous avons vécues, donc à partir des années 1980, non 80, 90, 2000, 2010, hein, et maintenant on est dans la décennie 2020, non c'est une décennie 90, 2000, 2010, 2020, 4 décennies. Vous comprenez? Donc, la sortie du général Biramé, ça vaut tout son sens. Enfin, il a parlé du multilatéralisme, qui est un pan de la diplomatie. La diplomatie, vous avez l'aspect bilatéral, mais vous avez aussi et désormais l'aspect multilatéral, hein, qui joue un grand rôle dans la paix et la stabilité dans le monde. Le général Biramé a dit, et je suis plutôt surpris pour un général, parce que, bon, mais bref, je peux comprendre pourquoi on l'a envoyé lui général, parce qu'il y a des questions de sécurité. Souvent, c'est difficile pour un diplomate d'adresser les questions, qui est différent pour un général. En plus, les pays qui sont en proie à la sécurité sont dirigés par des militaires, donc il y a cela. Donc, le général Biramé, donc, il s'est exprimé en disant, bon, vous savez, nous, désormais, avec les pays de la Confédération des États du Sahel, nous aspirons à mettre en place quelque chose de différent. Donc, c'est quelque chose de différent. Il a bien parlé, il a expliqué ce que c'est. Ce quelque chose de différent, c'est désormais le fait pour ces deux pays-là de travailler et de parler d'une seule voix au sein des institutions multilatérales. Il a pris l'exemple de l'ONU. Je prends un exemple. Que disaient les représentants du Sénégal à l'ONU au moment où la CEDEAO disait qu'il faut attaquer le Niger? Voilà, ils étaient dans une position belliqueuse. Mais aujourd'hui, le général Biramé dit, nous devons ramener la balle au centre, nous devons parler d'une seule et même voix, et donc nous devons parler dans le sens de ramener la paix, etc. Parler d'une seule et même voix, dire, c'est la paix que nous voulons, c'est la collaboration que nous voulons, c'est la coopération que nous voulons, nous avons tant de choses à faire entre nous, et donc c'est de ça que parle le général Biramé. Il a parlé par exemple de la coopération et d'échange au sein des institutions multilatérales comme l'Union africaine, par exemple, de manière à harmoniser les positions, avoir des positions communes. Je rappelle que quand on voulait bombarder le Niger, il n'y a que le Togo qui est sorti pour avoir une voix dissonante en disant non, notre diplomatie, c'est pas une diplomatie d'agression des armes et tout, c'est une diplomatie où on écoute les gens, où on les laisse la possibilité de s'exprimer et on trouve par le dialogue la possibilité de résoudre nos problèmes. Donc, là aussi, sur le plan du multilatéralisme, enfin, le général Biramé a parlé de la Banque africaine de développement, qui, on le sait, va perdre les financements les financements des États-Unis. C'est 300 milliards par an. Mais la raison pour laquelle les États-Unis prennent cette décision, c'est parce qu'il y a une étude que moi j'ai lue ici aux États-Unis, et cette étude-là, minutieusement faite par les services de renseignement américains, dit qu'il y a 34 milliards de dollars d'or qui sort clandestinement du continent africain, qui est vendu et dont les produits de la vente se retrouvent dans les banques offshore. Et que ça représente 18 000 milliards. Pourquoi on prendrait 300 milliards à l'argent du contribuable américain pour donner comme ça gratuitement à la Banque africaine de développement? Donc, l'administration Trump estime qu'il faudrait que les pays africains fassent amende honorable et regardent dans leur propre camp pour voir comment ils font pour pouvoir régler ce problème-là. Donc, l'un des moyens comment régler ce problème-là, c'est de commencer par faire comme je dis là, ça veut dire que stopper l'exode massif
de l'or clandestin et commencer à régler les problèmes sur le terrain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une bonne chose. Tout est bien qui finit bien. Donc, moi, j'ai souhaité faire cette vidéo-là pour vous éclairer. Tout est bien qui finit bien. C'est une vidéo que je fais donc pour pouvoir vous éclairer. C'est quelque chose de très important pour la stabilité au Sahel, pour la stabilité des pays qui ne sont pas sur la façade maritime et pour le commerce. Parce que si la situation revient à la normale, on doit voir refleurir le commerce. Nous sommes bientôt 2 milliards d'habitants sur le continent africain. L'unique chance que nous avons, c'est de mettre en place un marché commun africain. Il ne peut y avoir de marché commun s'il n'y a pas la sécurité. Voilà. Donc je faisais cette vidéo-là vraiment pour rendre hommage aux efforts et au travail je voulais faire cette vidéo pour rendre hommage aux efforts et au travail des pays des Africains, voilà, qui essaient de démontrer à la face du monde que quand les dirigeants sont sérieux, nous pouvons nous asseoir pour régler nos problèmes et n'avons pas besoin que les gens amènent des bombes et des militaires pour pouvoir tuer les pauvres civils innocents pour des questions sur lesquelles le dialogue peut prédominer. Voilà. C'est tout un hommage que je rends à l'administration, la nouvelle administration au Sénégal, le président Diomaye Bachirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sanko, sa diplomatie, son état-major, son ministre de la Défense, etc. Voilà. C'est comme ça que nous voulons voir les choses se faire. Voilà. Dans le respect, parce qu'on a vu avec les talons où tu bloques le passage du pétrole de ton frère. Vraiment, tu fais du mal à ton frère, tu bloques les camions de nourriture, des choses comme ça. Ou des gens qui n'ont pas blessé un seul Béninois. Je dis que, mais, en tout cas, ça, on va oublier, on retient le meilleur, le positif. Je remercie tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Elle a été un peu longue, parce qu'il fallait expliquer les concepts avant d'y aller. Donc, je remercie tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et agréable semaine. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Mettez un like sur la vidéo pour que YouTube la recommande. Et surtout, sachez que le meilleur est ici à venir. Pour cela, souscrivez au membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Bye.